Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur la Covid-19. Comme à notre habitude, nous allons commencer par un point épidémiologique sur la situation en région Centre-Val de Loire concernant la circulation du virus et également sur la couverture vaccinale. Alors, concernant le nombre de cas positifs et le nombre de personnes hospitalisées, eh bien, point très positif, nous avons passé la troisième vague. L'incidence est redevenue à un niveau très très bas. On est aux alentours de 15 cas positifs par semaine pour 100 000 habitants et le nombre de personnes hospitalisées, que ce soit une hospitalisation classique ou en réanimation, est également redescendu à un niveau très très bas. Concernant la couverture vaccinale pour notre région, ici on vous a représenté le pourcentage de professionnels vaccinés dans les EHPAD ou les services de soins de longue durée. Alors vous verrez que ces pourcentages ont diminué par rapport aux derniers chiffres que nous avons présentés lors du dernier webinar. Ceci est lié au fait que les modes de calcul de ce pourcentage de professionnels vaccinés ont été changés au cours du mois de juin par Santé publique France. Donc aujourd'hui, pour notre région, nous avons près de 1 professionnel sur 2 totalement vacciné. Donc c'est la courbe en vert sur ce graphique avec donc les 2 doses et près de 63% des professionnels des EHPAD sont partiellement vaccinés avec une dose. C'est la courbe en bleu. À noter que cette proportion de professionnels vaccinés est équivalente pour les professionnels des établissements de santé. Alors dans ce webinaire, nous allons aborder 4 points principaux. Le point central sera d'essayer de vous donner des arguments pour promouvoir la vaccination qui est la mesure essentielle qui permettra de diminuer les formes graves de la Covid-19 et également la circulation du virus sur notre territoire. Nous ferons ensuite un point rapide sur la circulation des variants et en particulier du variant Delta. Et enfin, nous terminerons par un point sur les mesures à prendre en cas de forte chaleur. Alors face aux nombreuses informations qui sont données et qu'on entend dans les médias sur les effets indésirables de la vaccination, il nous a semblé important de rappeler les enjeux et la gravité potentielle de la Covid-19 et donc de l'importance de la vaccination qui permet de diminuer ces formes graves et pas seulement. Alors, mon petit rappel des symptômes classiques de la Covid-19, ça commence par des maux de tête, de la fièvre, une fatigue, et puis des courbatures, parfois des diarrhées, des maux de gorge. Et donc ça, c'est quand on a des formes peu graves, mais il est à rappeler que dans 14% des personnes symptomatiques, eh bien, cette évolution va se faire vers des signes plus graves et même dans 5% des cas, eh bien, cette évolution nécessitera un passage en réanimation, en soins intensifs. À noter également que dans 40% des personnes symptomatiques, une dyspnée majeure est retrouvée et que la létalité globale de cette maladie a été estimée à 2,3%.
Dans un certain nombre de cas, nous l'avons vu, donc cette symptomatologie bénigne va évoluer vers des formes sévères, donc principalement chez des personnes présentant des facteurs de risque. Ces complications observées sont dues à des modifications physiopathologiques qui vont être liées au virus et qui vont entraîner des réponses immunologiques et des réponses inflammatoires très très importantes, entraînant des dommages qui vont aller toucher tous les organes. Alors, tout d'abord, les poumons, qui vont entraîner, ça va entraîner des micro-lésions au niveau des vaisseaux, entraînant des thromboses, donc que ce soit au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, également au niveau du cerveau, des yeux, du foie, rein, intestin. Et donc, on observe donc des complications chez ces patients qui présentent des formes sévères, donc des complications par exemple neurologiques. 6% des patients hospitalisés vont présenter comme complications des accidents vasculaires cérébraux. 22% des formes graves vont se compliquer d'atteintes myocardiques. Les complications oculaires également sont fréquentes, de type perte de la vision périphérique, et puis les complications pulmonaires avec des dyspnées majeures et importantes. À noter également donc qu'un tiers des patients hospitalisés pour des formes sévères ont des séquelles neurologiques avec des troubles cognitifs très très importants. Un des arguments donnés par les personnes anti-vaccins est que la Covid-19 ne touche que les personnes présentant des facteurs de risque. Or, des études récentes montrent un nombre croissant de syndromes appelés Covid long. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Covid longs? Ce sont des symptômes invalidants et qui vont persister plusieurs mois après l'infection. Alors, ce sont des symptômes de type asthénie, douleur thoracique, dyspnée, des atteintes neurologiques type anxiété, dépression, des tachycardies. Donc ces symptômes vont persister plusieurs mois après l'infection, et les études montrent que ce syndrome de Covid long survient également chez des personnes jeunes, non hospitalisées, et qui ne présentent aucun facteur de risque décrit comme des facteurs de risque des formes sévères. Donc voilà, un argument très très important pour dire que la Covid-19, ça ne touche pas seulement les personnes à risque, mais ça touche tout le monde et qu'on peut avoir des complications invalidantes même quand on n'a pas de facteur de risque. Et qu'un des moyens de se protéger contre ces différentes formes de la Covid-19, eh bien, c'est la vaccination. Alors, le premier fait qui a été établi avec cette vaccination, qui a été démontré dès le départ, c'est que la vaccination permet de protéger contre les formes graves. Nous vous avions déjà montré une étude qui montrait que la vaccination permettait de réduire de 94% le risque d'hospitalisation. Ici, nous vous montrons sur cette figure le nombre de nouveaux cas d'infection à Covid-19 au Royaume-Uni, et notamment avec les nouveaux cas avec le variant Delta. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que la vaccination qui a été mise en place au Royaume-Uni très très rapidement a permis, dans un premier temps,
de diminuer le nombre de cas, ici sur la courbe en bleu, et également le nombre de décès et donc le nombre de formes graves que vous avez sur la courbe en noir en bas de la figure. Vous savez que le Royaume-Uni est touché actuellement par le variant Delta et ce que l'on constate, c'est que bien on note une augmentation du nombre de nouveaux cas liés à ce variant, mais qu'en revanche le nombre de décès, lui, reste très très faible, ce qui suggère que la vaccination protège contre les formes graves liées à ce variant Delta. D'autres études permettent de montrer l'efficacité de la vaccination sur la charge virale et la durée de contagiosité. Alors, cette étude que nous vous montrons ici a été réalisée avec le vaccin AstraZeneca sur 500 personnes vaccinées qui ont développé une infection, que cette infection soit symptomatique ou asymptomatique. Donc, les auteurs ont pu étudier la charge virale de manière séquencée à l'aide du nombre de CT. Donc, ce nombre de CT correspond au nombre de cycles de PCR pour détecter le virus dans le prélèvement. Et ce nombre de CT est d'autant plus faible que la quantité de virus est importante. Alors les résultats montrent que la charge virale est plus élevée chez les personnes symptomatiques que chez les personnes asymptomatiques et que la quantité de virus est plus faible chez les personnes vaccinées que vous avez ici en rouge sur la figure du haut par rapport aux personnes non vaccinées en bleu, et ça que ce soit chez les personnes symptomatiques ou asymptomatiques. Sur la figure du bas est représentée la durée pendant laquelle le virus est présent. Alors à gauche chez les personnes asymptomatiques et à droite chez les personnes symptomatiques. On voit que chez les personnes asymptomatiques, on isole du virus pendant assez peu de temps, ce qui n'est pas le cas chez les personnes symptomatiques. Chez ces personnes vaccinées, les auteurs détectent du virus pendant moins longtemps si l'on compare aux personnes non vaccinées que vous avez en bleu. Donc au total, les résultats de cette étude montrent que quand on est vacciné, même si on porte du virus, la quantité de ce virus est moins importante et la durée d'excrétion est plus courte. Ces deux effets ayant un impact majeur sur la transmission du virus. D'autres études montrent également un impact de la vaccination sur le portage nasopharyngé. 4 études d'infection virale chez des macaques vaccinés ont été réalisées en infectant les macaques 55 jours après les avoir vaccinés par 2 doses de vaccins. Ces études portent sur les vaccins AstraZeneca et les vaccins de type ARN messager. Et les auteurs ont étudié la présence du virus au niveau nasopharyngé jusqu'à 10 jours après l'infection. Les résultats montrent que pour les vaccins de type ARN messager, la charge virale chez les macaques vaccinés, en bleu sur la figure, est significativement diminuée par rapport à la charge virale des macaques non vaccinés. Donc, ces données suggèrent donc une efficacité vaccinale sur la multiplication virale au niveau nasopharyngé après une infection virale. Nous avons vu que la vaccination protégeait contre les formes graves. Des études montrent également une efficacité de la vaccination sur les formes asymptomatiques. Nous avons pris l'exemple ici d'une étude réalisée en Israël chez des personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer. Ils ont étudié les infections documentées biologiquement, mais sans symptômes déclarés. Les résultats montrent que l'incidence des infections asymptomatiques chez les personnes vaccinées, sur la courbe en bleu,
est plus faible que chez les personnes vaccinées, c'est la courbe en rouge. Les résultats permettent également d'estimer que l'efficacité vaccinale sur les formes asymptomatiques est de 29% 14 jours après la première dose de vaccin et de 90% 7 jours après la deuxième dose, avec une diminution du risque d'infection asymptomatique chez les personnes vaccinées de 3,8 points. Une autre étude très importante, écossaise, a évalué la protection indirecte conférée par la vaccination en comparant l'incidence des infections à SARS-CoV-2 dans l'entourage de professionnels de santé vaccinés par le vaccin Pfizer ou AstraZeneca dans cette étude. Alors les résultats montrent que la vaccination des professionnels est associée à une diminution du risque d'infection dans l'entourage de ceux-ci, comparativement à l'entourage des professionnels non vaccinés, avec des taux d'incidence de 5,93 pour 100 personnes années après une dose, 2,98 après 2 doses versus 9,4 pour les professionnels non vaccinés. La réduction de l'incidence des infections et donc l'efficacité de la vaccination parmi l'entourage du même foyer des professionnels vaccinés est donc estimée à 55% après 2 doses. Ces résultats indiquent donc de manière indirecte un effet potentiel du vaccin sur la réduction de transmission du virus et donc de la protection de l'entourage et des professionnels qui sont vaccinés. En synthèse, avec ces nouvelles données disponibles, on peut donc affirmer que la vaccination protège contre les formes graves et que cette vaccination permet également de diminuer le risque des formes asymptomatiques, diminue le portage nasopharyngé, la charge virale et donc permet de diminuer la durée de contagiosité et la transmission. Donc la vaccination permet de répondre à 2 objectifs. Le premier, c'est un objectif individuel pour la personne vaccinée. La vaccination permet de protéger cette personne contre les formes graves. Et le deuxième objectif de la vaccination, c'est un objectif collectif. Elle permet de diminuer la transmission du virus et donc permet de protéger l'ensemble de la population et pour les professionnels, permet de protéger son entourage d'une infection potentielle si ce professionnel est vacciné. Un autre argument des anti-vaccins est que les effets indésirables liés au vaccin anti-SARS-CoV-2 sont nombreux. Depuis la mise en place de la vaccination, les effets indésirables sont notifiés auprès de l'ANSM. Alors nous nous sommes intéressés aux effets indésirables déclarés. Alors ici, nous avons pris la période du 11 au 24 juin. Au cours de cette période, plus de 8 millions d'injections ont été réalisées et 1875 effets indésirables graves ont été signalés, soit 0,02%. Il est important de rappeler que cette proportion d'effets indésirables graves est équivalente à celle décrite pour les autres vaccins qui ont eu des essais cliniques complets. De plus, les études montrent que les effets indésirables, notamment les plus fréquents de type fièvre, fatigue, maux de tête, sont plus fréquents lors de l'administration de la deuxième dose par rapport à la première dose. Et depuis le 30 juin, il est possible d'adapter la stratégie vaccinale en fonction du statut sérologique des personnes jeunes et immunocompétentes. Il est proposé pour ces personnes
n'ayant pas fait d'infection symptomatique, de rechercher de façon concomitante à l'injection de la première dose un antécédent d'infection asymptomatique en réalisant une sérologie. Si celle-ci est positive, il ne sera pas nécessaire de faire une seconde dose pour ces personnes. Nous allons passer maintenant au point sur la circulation des variants. Alors, concernant la situation en France, le variant anglais est toujours largement majoritaire, représentant en France 78% des prélèvements positifs, mais il ne semble plus progresser, voire même diminuer. La prévalence des variants sud-africains au niveau national est aux alentours de 9%. Le variant brésilien est très faible, sa prévalence est aux alentours de 0,5%. Concernant le variant Delta, eh bien celui-ci a largement progressé au niveau national puisqu'aujourd'hui il représente 8% des prélèvements positifs séquencés. Donc il arrive au même niveau que le variant sud-africain. Une distribution hétérogène de la circulation de ce variant Delta est observée selon les départements. En région centre, la prévalence du variant Delta est, en date du 3 juillet, de 37,6% et comme pour la France, on observe une répartition, une distribution hétérogène selon les départements, avec le département du Loir-et-Cher pour lequel on observe une prévalence de ce variant Delta plus importante. Que sait-on aujourd'hui sur ce variant Delta ? Ce variant a été détecté, vous le savez, pour la première fois en Inde à la fin de l'année 2020. Aujourd'hui, 3 sous-lignées sont décrites et la lignée B.1.617.2 que l'on appelle c'est le variant Delta semble désormais majoritaire dans cette famille. Alors les données épidémiologiques montrent une transmissibilité accrue de ce variant et également une charge virale dans le nasopharynx plus élevée. La durée de contagiosité avec ce variant, pour l'instant, n'est pas connue. En revanche, les données épidémiologiques suggèrent une efficacité vaccinale diminuée, surtout en cas de vaccination incomplète. Aujourd'hui, la situation en France, eh bien, on observe une diffusion communautaire rapide au niveau de la population française. Et ce variant, comme dans les autres pays, va certainement devenir majoritaire sur notre territoire. Alors, dernier point que nous allons évoquer concerne la gestion des vagues de chaleur en période de Covid-19. Alors, vous avez été nombreux à nous solliciter sur l'utilisation des ventilateurs et des climatiseurs en fonction du statut Covid de vos patients ou de vos résidents. Il nous a semblé important de tout d'abord rappeler que les mesures générales que l'on peut prendre contre ces épisodes de canicule restent d'actualité et ça pour tous vos patients ou vos résidents, c'est-à-dire bien fermer les volets aux heures chaudes, aérer quand la température extérieure a baissé et puis ne pas oublier les gestes de rafraîchissement corporel pour vos patients ou vos résidents, l'utilisation de brumisateurs, de gants ou de draps humidifiés. Ces mesures prennent toute leur place dans cette gestion des périodes chaudes.
Concernant l'utilisation des systèmes de ventilation et de climatisation, nous avons réalisé un tableau récapitulatif de l'utilisation possible de ces différents systèmes en fonction de si votre patient ou votre résident est en chambre seule, ou dans des lieux, ou dans l'utilisation pour des lieux collectifs, ou si votre patient ou votre résident est Covid ou suspect Covid. Alors, tout d'abord, concernant l'utilisation des brumisateurs, eh bien, il n'y a aucune contre-indication à utiliser ces brumisateurs si vous les utilisez seuls. Concernant les ventilateurs, eh bien, le principe général de l'utilisation des ventilateurs est qu'on peut les utiliser sauf dans les lieux collectifs. Pour les patients qui sont suspects Covid, l'utilisation des ventilateurs est possible si l'arrêt du ventilateur est possible avant l'entrée d'une personne dans la chambre du patient ou du résident. Ça, c'est également vrai si votre patient n'est pas Covid positif. Donc, l'utilisation des ventilateurs va être possible si votre patient est en capacité d'arrêter ce ventilateur avant l'entrée d'une personne dans la chambre. Concernant les climatisations, eh bien, vous pouvez les utiliser dans tous les cas. Les mesures de précaution vis-à-vis de l'utilisation de la climatisation sont les suivantes. Il faudra éviter de générer des flux d'air vers les personnes, de vérifier l'absence de mélange entre l'air neuf et l'air repris, de réaliser des maintenances régulières et d'utiliser les filtres les plus performants en fonction de la capacité de vos centrales de climatisation. Au total, les messages clés pour ce webinaire sont les suivants. C'est que face à la diffusion du variant Delta et au risque potentiel de l'émergence d'un nouveau variant qui serait encore plus contagieux ou plus virulent, il est important de maintenir à un niveau élevé le respect des mesures barrières et d'encourager la vaccination qui est une mesure complémentaire qui permet d'avoir un bénéfice individuel contre les formes graves, contre les formes asymptomatiques et qui permet de diminuer également la transmission du virus. Donc, c'est avec l'application de ces deux mesures que nous pourrons voir une diminution de ce virus. Nous vous donnons rendez-vous au jeudi 9 septembre pour une prochaine conférence sur la Covid-19. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre soit par mail, soit par téléphone. Nous restons à votre disposition. À bientôt.